Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui a été interrogé la semaine dernière par les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères, commission présidée par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. La semaine dernière, le ministre de l'économie s'est exprimé autour de la question des investissements étrangers en France. Et il y a du mieux sur ce sujet puisque la France en 2014 a accueilli 8% d'investissements créateurs d'emplois de plus par rapport à l'année précédente. Cela s'explique parce que la France est plus attractive en matière d'innovation et en matière de compétitivité, mais reste des défauts à corriger, notamment la fiscalité que beaucoup d'entreprises continuent à juger trop élevée pour s'installer en France. Tout de suite donc, retour à l'audition d'Emmanuel Macron, c'était la semaine dernière au Sénat. Le sujet que vous soulevez, c'est celui de l'attractivité de l'économie française et de notre capacité donc à nous ouvrir. Vous avez évoqué les investissements directs étrangers, il y a les investissements financiers. En tout cas, tout ce qui permet d'une part de faire venir de l'investissement étranger pour fertiliser notre capital, nos entreprises, ou développer d'autres installations industrielles, participe de la stratégie française. On pourra y revenir dans la discussion, mais quand on parle de compétitivité ou de productivité de notre économie et d'attractivité, c'est bien que nous avons besoin, pour développer justement un appareil d'offres industrielles, de l'innovation, de nos forces de travail, mais également d'un capital français et étranger. Et là, il faut bien prendre aussi en considération ce que sont les réalités de l'écosystème français, où nous avons aujourd'hui une organisation capitalistique qui n'est pas optimale. Là aussi, on pourra y revenir si vous le souhaitez, qui ne permet pas de financer de manière la plus satisfaisante qui soit notre économie. Nous avons besoin des investisseurs internationaux. Nous en avons besoin en tant qu'investisseurs au sein de nos grandes entreprises pour les aider à se développer, à un niveau d'ailleurs qui est stable, il faut bien le dire, depuis une dizaine d'années, mais qui est conséquent. Et nous en avons besoin pour se développer aussi sur le territoire national, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de l'épargne financière des ménages français est surinvestie, devrais-je dire, dans l'immobilier et dans le financement obligataire, beaucoup plus qu'elle ne l'est dans le financement en fonds propres de notre économie. Alors, nous allons proposer des mesures pour modifier cela. Il faut ajuster quelques régulations financières pour également y pallier, mais dans ce contexte-là, la part que jouent véritablement les financeurs internationaux, les acteurs industriels ou financiers internationaux, elle est extrêmement stratégique, parce que c'est celle qui permet de développer notre économie, d'apporter du capital là où il y en a besoin, et donc également de créer de l'emploi. Et pour ce faire, on vit dans un paradoxe qui est tangible, c'est que nous sommes un pays attractif, les chiffres sont bons, je vais y revenir dans quelques instants, et la dynamique est positive. Quand on regarde aujourd'hui la totalité des IDE ou les investissements directs de certains pays stratégiques comme la Chine par exemple en France, ne serait-ce que sur le site parisien, on a une dynamique qui est plus forte que quand on se compare à nos voisins. Et en même temps, l'image reste perfectible, si j'ose le formuler ainsi, puisque 68% des responsables d'entreprises étrangères implantées en France, jusque la France n'est pas très ou pas du tout attractive. Donc il faut bien, on vit avec ces éléments qui sont des éléments de perception qui ne sont pas toujours très bons. Mais je crois que le plus difficile, c'est de faire venir, si je puis dire, les investisseurs une première fois. Parce que quand je regarde les chiffres là aussi, dans 2/3 des cas, celles et ceux qui ont investi en France réinvestissent. Donc il y a beaucoup, si je puis dire, de distorsions cognitives quand on regarde nos partenaires internationaux qu'il faut savoir traiter. C'est aussi le rôle de la diplomatie économique. Alors, peut-être un point sur la réalité des choses telle qu'elle est, la situation. La France, comme je le disais, est un site attractif pour les investissements internationaux. D'abord parce qu'elle a des atouts qui vous sont familiers, et j'y reviendrai pas. C'est un des points d'entrée sur un marché domestique, le marché domestique européen, qui est un marché de 500 millions de consommateurs. C'est un bon point d'entrée parce que nous avons un pays qui est au standard de réglementation sur beaucoup de sujets. On pourra y revenir dans la discussion au niveau européen. Et c'est un pays où la dynamique de consommation est forte. C'est-à-dire quand on regarde le marché français, soit en termes de grande distribution, soit en termes de marché industriel, soit en termes d'innovation, soit en termes d'accès des consommateurs aux marchés les plus innovants, nous sommes l'un des marchés les plus complets de l'Union européenne. Donc on est un bon point d'entrée pour les investisseurs étrangers. Ensuite, les infrastructures sont de grande qualité. Et là, sont au meilleur niveau européen. Quand on se compare aux Allemands sur ce sujet,
nous sommes meilleurs qu'eux, puisqu'ils n'ont pas réinvesti depuis plusieurs années, et c'est, je pense, d'ailleurs un choix qui n'est pas optimal de leur point de vue, comme l'a bien dit le rapport Fratscher l'année dernière. La main-d'œuvre est une main-d'œuvre à haut niveau de formation, avec un modèle performant, et une tarification de l'énergie, ce qui est stratégique aussi pour beaucoup d'investisseurs, qui est également compétitive. On avait un déficit de compétitivité sur les électro et gazons intensifs qu'on est en train de combler par les mesures prises et les discussions en cours avec EDF et CNR, mais en moyenne, sinon, nous sommes compétitifs sur ce point. Et puis, on a des instruments qui restent attractifs, je dois bien le dire, qui sont importants pour nos grandes entreprises, mais qui le sont aussi pour les investisseurs étrangers. Je pense en particulier au crédit impôt recherche, qui est un instrument plébiscité par ces acteurs et clairement reconnu. Enfin, on a véritablement les caractéristiques de notre population, avec une population jeune et bien formée. Quand on se compare là aussi au niveau européen, c'est une réalité, avec une vraie dynamique entrepreneuriale, ce qui est un changement des dernières années, mais où, quand on regarde les aspirations des jeunes, c'est véritablement de devenir entrepreneur, et une dynamique forte, puisque nous sommes le premier pays d'Europe continentale en termes de création de start-up, 1500 créés par an. Et Paris est aujourd'hui la seconde ville européenne après Londres en termes de start-up dans le domaine du numérique. Ensuite, quand on regarde les chiffres forts de ces atouts, notre pays accueille sur son sol le 7e stock d'investissement direct dans le monde et le 3e en Europe. Nous sommes le premier pays en Europe en termes d'implantation industrielle. Et plus de 20 000 sociétés étrangères sont aujourd'hui présentes sur le territoire, ce qui fait travailler environ 2 millions de salariés français. Je ne parle là que des salariés qui travaillent pour le compte d'entreprises étrangères. Il ne faut pas méconnaître, quand on fait ces calculs, tous les salariés d'entreprises travaillant essentiellement à l'international, qu'il s'agisse du luxe, de l'aéronautique ou de l'automobile ou de l'agroalimentaire. En termes de flux annuel d'investissement étranger, la France se situe au 10e rang mondial en 2015, avec des entrées qui, depuis 2013, sont supérieures à celles enregistrées par l'Allemagne. Est-ce que ces classements sont satisfaisants à tous égards? Pas totalement. On a été mieux classé que 7e en IDE et 10e au rang mondial. Alors, il y a la concurrence de pays émergents qui ont pris une place importante avant les difficultés qu'ils sont en train de connaître. Mais il faut bien le dire, la mauvaise perception qui existe encore est un élément aujourd'hui de rigidité qui, à mon avis, se traite justement par notre action diplomatique et les initiatives qu'on peut prendre. Alors si on regarde notre évolution justement dans le temps, sur longue période, le montant annuel d'investissement direct étranger en France est globalement stable. On est autour de 20 milliards d'euros en moyenne sur les 15 dernières années. Sans tendance à la baisse, mais enfin quand on connaît la déformation de l'économie mondiale, ça veut dire que nous ne captons pas en quelque sorte une dynamique qui correspond à notre part de marché. Et le fait qu'on se maintienne en volume n'est pas à mes yeux pleinement satisfaisant, parce que ça veut dire que nous nous fragilisons en termes de part de marché. Paris est la 2e destination en Europe des investissements étrangers néanmoins, et elle a augmenté de 22% l'année dernière, ce qui est là un bon signal. Il y avait eu un gros décalage fait avec Londres sur les dernières années. La dynamique a été plus forte à Paris qu'à Londres, essentiellement d'ailleurs portée par les Chinois entre autres, ce qui montre la saturation du marché londonien d'une part et le fait que nous n'étions pas à un niveau de dynamique qui était légitime. En termes de projets d'investissement, là aussi les chiffres montrent une amélioration. Selon l'étude d'Ernst & Young, le nombre de projets d'investissement étrangers a augmenté de 30% depuis 2012. Et selon les chiffres qui ont été publiés mardi 22 mars par Business France, le nombre d'emplois créés ou maintenus en 2015 du fait des décisions d'investissement étrangers a augmenté de 27% par rapport à 2014, c'est-à-dire un total en 2015 de 33 700. Et on a eu donc en 2015 des milliers de décisions, un peu d'un millier de décisions d'investissement en direction de la France, avec des cas concrets extrêmement importants que je vais ici rappeler: Facebook, Intel, Samsung, Nokia, Cisco à 2 reprises, qui s'est engagé à 100 millions puis qui a doublé son ticket d'investissement, Coca-Cola, Microsoft, etc. Ce qui est important de voir dans les cas donc les plus emblématiques que j'ai cités, je peux y revenir en 2 secondes, c'est qu'il s'agisse de Samsung, d'Intel, de Facebook, de Cisco, de Microsoft, sont des cas où ce sont des entreprises qui ont décidé d'investir dans l'écosystème d'innovation. C'est-à-dire que ce sont des investissements de type financier dans des parts minoritaires ou majoritaires ou en totalité de start-up françaises.
Certains d'ailleurs investissement dans les mêmes startups. Si je prends le cas d'Intel ou Samsung, ils ont décidé d'investir des tickets considérables dans une entreprise qui s'appelle Sigfox, qui est basée près de Toulouse et qui développe un réseau bas débit pour les objets connectés, et qui est véritablement ce qu'on appelle une des licornes françaises. Ils ont aussi décidé d'ouvrir des fonds à destination de tout l'écosystème d'innovation, et ils ont installé des activités de recherche, soit dans le traitement des données de masse, soit dans l'intelligence artificielle, qui sont des segments sur lesquels nous sommes réputés comme étant extrêmement compétitifs, parce que nous avons des chercheurs de talent, parce que nous avons un environnement fiscal favorable grâce au crédit impôt recherche, et d'ailleurs, quand on regarde les choses, nous avons des chercheurs de talent peu chers, puisqu'il y a une proportion aujourd'hui non négligeable de chercheurs français installés sur la Silicon Valley. Pour que vous ayez un ordre d'idée, le chercheur français qui fait la même chose à Saclay, Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux et sur la Silicon Valley, il est payé 3 fois moins cher en France. Il est bien payé, mais qu'est-ce qui se passe simplement? C'est qu'il y a eu une inflation salariale très forte sur la Silicon Valley, chose dont on parle trop peu souvent, mais l'augmentation des prix de l'immobilier, la grande difficulté donc pour se loger et pour circuler, et le fait que la Silicon Valley repose sur un système qui, en fait, a beaucoup rééquilibré le facteur travail par rapport au facteur capital, sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Vous n'avez pas de clause de non-concurrence dans le droit californien. Donc, un salarié qui est très bon, l'entreprise doit le payer beaucoup, parce que sinon, du jour au lendemain, il peut aller chez le concurrent. Et ça a créé une dynamique salariale extrêmement forte, dont nous pouvons capter, si je puis dire, l'un des rééquilibrages. Et les cas que je viens de citer sont, je pense, des bonnes illustrations. Je citais également Nokia, qui, donc, comme vous le savez, a repris l'entreprise Alcatel. Ça n'est pas évidemment le choix qu'on aurait privilégié, mais il faut bien constater que Alcatel n'était plus en situation de porter ses projets, de gagner la bataille de la 5G. On a pu ainsi construire un champion européen. Mais dans le cadre de la discussion, et en particulier de l'autorisation relative aux investissements étrangers, nous avons une discussion extrêmement détaillée avec Nokia, et il apparaissait que le site France était un site compétitif en termes de recherche, que le crédit impôt recherche a joué un rôle décisif, et que donc, non seulement Nokia a décidé de préserver les structures de R&D d'Alcatel à Villarceau et Lannion, mais a réinvesti sur ces dernières et réinvesti dans l'écosystème d'innovation. Ce qui vous montre quand même la nature de la dynamique et à la fois ses caractéristiques et ses secteurs. Enfin, donc pour en finir sur les constats, les classements donc, permettent d'illustrer cette situation française. La place de la France a nettement progressé dans plusieurs classements internationaux d'attractivité et de compétitivité. On a gagné sur les 3 dernières années dans le classement FDI Confidence Index du cabinet A.T. Kearney 11 places, qui est l'enquête sur l'attractivité perçue par les investisseurs internationaux. Nous sommes maintenant au 8e rang. On a gagné 11 places ces 2 dernières années dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Nous sommes malgré tout qu'au 27e rang, mais nous étions au 38e en 2012, parce qu'on a travaillé aussi les critères, sans fausse naïveté. Il y a l'amélioration réelle, et puis il y a les améliorations des critères qui sont pris en compte par ces agences. Et nous avons gagné une place en 2015 dans le classement de compétitivité du Forum de Davos, en nous plaçant au 22e rang. Alors, cette contribution des investissements étrangers à notre économie, comme je le disais, elle est positive. Pour ce qui est des startups, je n'y reviens pas. Pour ce qui est de l'investissement productif français, comme je l'évoquais, et compte tenu même de nos caractéristiques. Et il faut là-dessus mettre tout de suite les choses au clair sur un autre débat qui revêt parfois quelques allures passionnelles en France, c'est que nous aimons l'investissement étranger, nous aimons être attractifs, mais bien souvent nous n'aimons pas les investisseurs étrangers. Ce qui est quand même un problème quand on veut faire les choses en vrai. C'est-à-dire que... Parce que alors, certains ne savent pas se faire aimer, mais nous ne sommes pas sans une forme d'esprit de paradoxe. Nous avons eu à vivre sur beaucoup de situations. Et je pense que du coup, il faut à la fois qu'il y ait un effort de pédagogie mutuelle qui soit fait, mais il faut aussi bien dire que quand on parle la plupart du temps de ces investissements directs étrangers, on ne parle pas de prise de contrôle. C'est, je pense, la nature de cet investissement qu'il faut clarifier. Il y en a parfois, il faut voir dans quel cadre, je pourrais répondre à ce sujet, à toutes les questions que vous aurez, mais bien souvent, ce ne sont pas des prises de contrôle, mais des participations. Je l'évoquais en introduction, les entreprises du CAC 40 ont besoin de capitaux pour se développer. Nous n'avons pas la base actionnariale, ce sont des choix historiques français, pour aider nos entreprises à se développer à l'international.
Et donc nous avons besoin de capitaux étrangers. Néanmoins, ces capitaux sont à un niveau conséquent mais stable. Représentent aujourd'hui 45,3% du capital des entreprises du CAC 40. Il y a 10 ans, c'était 46,7%. On voit bien qu'on est à un étiage qui se stabilise, mais qui est une nécessité, il est bon. Je pense qu'il faut d'ailleurs chercher au maximum à attirer, ils viennent beaucoup d'ailleurs de pays émergents, du Golfe, de l'Amérique latine, de la Chine, des capitaux long terme qui peuvent être très utiles pour nos entreprises. Là où parfois notre ouverture s'est faite vers des financeurs qui étaient parfois court-termistes et dont les exigences en rentabilité de court terme ou les arbitrages n'étaient pas forcément les plus alignés avec l'intérêt même du territoire ou des entreprises sur le long terme. Néanmoins, nous avons besoin de cette ouverture. Dans le même temps, 96% des investissements directs étrangers en France sont détenus par les économies avancées. Les États-Unis restent le premier investisseur étranger en France. Et donc, il faut sortir aussi d'une mythologie qu'on peut avoir, qui est celle du raid d'une économie émergente dans le pays. Ça n'est pas la conformité avec la réalité. L'investissement chinois reste d'ailleurs relativement faible dans notre pays. La France est désormais le deuxième pays d'accueil en Europe. Nous sommes passés devant l'Allemagne, mais les investissements chinois demeurent relativement faibles. Et d'ailleurs, on investit plus en Chine que la Chine n'investit en France, malgré les derniers investissements constatés. Là aussi, on pourra y revenir. Et les investissements des pays du Golfe restent également, malgré leur visibilité, minimes en volume. Ils sont simplement surinvestis sur quelques catégories d'actifs. En particulier, le début du siècle a vu une très grosse mobilisation de certains actifs du Golfe sur l'immobilier européen et en particulier français, ce qui n'est d'ailleurs pas là où on a le plus besoin d'investisseurs étrangers, mais en montant, ces investissements restent relativement modestes. Donc je pense qu'il ne faut pas là-dessus que nous ayons, si je puis dire, d'état d'âme sur notre capacité à attirer des investisseurs, mais il faut le faire dans un cadre et qui consiste à éviter qu'on ait des investisseurs qui viennent à la rescousse d'actifs ou d'acteurs mal en point, parce que ça nous met dans une situation de faiblesse où là ils peuvent prendre une part majoritaire. Et c'est de fait ce que nous avons vécu avec l'affaire General Electric Alstom, mais plutôt qu'ils rentrent dans des situations saines, dans des histoires de croissance, où ils participent de ce développement. Et donc, pour ce faire, il faut agir sans hésiter, mais sans pour autant de naïveté. Dans certains secteurs sensibles, l'investissement étranger peut présenter des risques. C'est le cas de certaines technologies sensibles, et c'est pour ça qu'il y a un cadre qui existe, qui a d'ailleurs été développé dans une période que vous évoquiez, Monsieur le Président, à l'instant de votre propos, c'est le décret relatif aux investissements étrangers en France, dont le champ a été élargi au début de l'année 2014 par décret, justement dans le cadre de l'opération General Electric Alstom, et qui vise sur les secteurs stratégiques à conditionner ces investissements, lorsqu'ils sont sur des technologies ou des secteurs sensibles, eh bien, à une autorisation préalable de l'État et à des conditions qui doivent être respectées par les investisseurs. Et la meilleure façon, cela étant, d'avoir un actionnariat équilibré, reste la compétitivité de nos entreprises et notre capacité à développer un capital propre. Là-dessus, je crois que c'est le meilleur moyen, dans un monde ouvert où on veut réussir, c'est d'être offensif. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui est fait et comment nous comptons justement améliorer les choses? D'abord, la meilleure façon d'être attractif, d'attirer les bons investissements, c'est d'être compétitif. Et ce qui est bon pour notre économie est bon pour attirer l'investissement étranger et le faire dans de bonnes conditions. Et donc ce qui permet de rétablir les marges de nos entreprises, permet de stabiliser l'actionnariat et d'avoir des stratégies d'investissement offensives, c'est le CICE, le pacte de responsabilité et la stratégie de la Nouvelle-France industrielle. Ce qui permet en particulier d'axer les investissements sur la recherche et développement, l'innovation, c'est-à-dire la différenciation et la montée en gamme de notre industrie est particulièrement important dans cette stratégie. C'est le rôle du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation, qui garde un caractère fondamental aussi bien pour les acteurs français que pour les acteurs étrangers et les choix d'investissement étrangers. Et on voit que le crédit impôt recherche nous aide dans l'attractivité des investissements directs à haute valeur ajoutée. Et c'est toute la politique de simplification et la politique en matière de marché du travail qui, elle aussi, permet d'améliorer notre compétitivité et notre attractivité. Beaucoup des débats que nous avons sur
justement le projet de loi travail, ce sont des débats importants en termes d'attractivité. J'ai reçu la semaine dernière, avant le Conseil stratégique de l'attractivité, à dîner à Bercy, les dirigeants d'entreprises. Leur question, c'était: qu'est-ce que vous faites vraiment? Et la France est un pays qui leur paraît solide, un point d'accès au niveau européen, mais leur question, c'est un peu la même que celle qu'ont les entrepreneurs français. C'est: quelle est la capacité qu'on me donne en cas de retournement de cycle ou d'erreur économique à réagir? Et leur perception, telle que mesurée aujourd'hui par les indices, c'est que nous sommes un pays très attractif, avec beaucoup d'infrastructures, une vraie qualité de main-d'œuvre, mais qui est plus rigide en cas de réadaptation que d'autres pays. En réalité, ça n'est pas totalement faux quand on regarde les chiffres. Ça n'est pas faux. Et donc, je pense que les accords d'entreprise permettent d'aller en ce sens et de résoudre une partie des problèmes. Ce qu'on a pu faire avec les décisions de chômage partiel accompagné permettent de le faire. On a des bons cas comme STX qui ont permis de le montrer, et qui permettent de reprendre, sans mauvais jeu de mots, la mer lorsque on a un carnet de commandes qui redécolle, et ce qui évite de détruire du capital productif et du capital humain. Et je pense que ce qu'on fait, en particulier en matière de licenciement économique, ne se comprend que dans ce cadre. Je fais une parenthèse sur ce sujet qui est d'importance. Le patron de Cisco, qui a été l'un de nos meilleurs ambassadeurs durant l'année passée, il a été dire partout que la France était la prochaine grande chose qui arrivait à l'économie mondiale. Il a lui-même décidé d'investir massivement, de réinvestir. Il m'a posé très explicitement la question, il m'a dit: dans tous les pays d'Union européenne, ce qui est vrai, si j'ai un problème de productivité et d'attractivité du site productif, je peux me réorganiser. En France, je ne peux pas le faire. Et il est exact que si vous voulez vous réorganiser en procédant à des licenciements économiques, qui ne consistent pas à fermer l'entreprise, mais à la réorganiser à cause de critères de compétitivité, la France est le seul pays de l'Union européenne qui n'apprécie pas cette compétitivité au regard de critères liés au site productif français, mais elle les apprécie au regard de critères mondiaux. Eh bien, quand on n'est pas compétitif en France, on ne peut pas du coup se réorganiser. Bilan des courses, on investit moins, parce que c'est dissuasif. Et donc, si on est bon, on doit pouvoir faire face à ces problèmes de compétitivité pour notre propre site. Ce qui veut dire très concrètement qu'il s'agisse d'un grand groupe, d'une ETI ou d'une PME, si vous êtes basé sur 3 pays et qu'on apprécie votre compétitivité, c'est-à-dire l'évolution de votre chiffre d'affaires ou de vos pertes d'exploitation au regard du site roumain, polonais et français, on sait très bien ce qui se passe. C'est malheureusement le cas. La productivité et les chiffres des 2 premiers vont compenser le 3e. Donc il n'y a pas de possibilité de réorganiser le site France qui peut être la source de vos pertes. Ce n'est pas forcément le cas. Si on peut l'apprécier au niveau du site France, eh bien, à ce moment-là, on évite d'ailleurs le choix délibéré de certains acteurs industriels qui est d'aller mettre en redressement judiciaire, voire en liquidation, les sites considérés comme non compétitifs dont ils veulent se séparer, parce qu'on a créé de la rigidité à l'adaptation. Donc on est dans un modèle qui est trop binaire. Donc pour ça, pour vous faire toucher du doigt, la sensibilité, on pourrait y revenir dans la discussion, des débats que nous avons à l'égard de ces investisseurs internationaux et en quelque sorte la continuité de nos débats lorsqu'il s'agit de la compétitivité, de l'agilité de notre économie et de son attractivité à l'international. Et puis au-delà des sujets qui sont ceux qui font la vitalité de notre économie, nous avons mené des actions spécifiques en faveur des investisseurs, en simplifiant le paysage institutionnel, c'est-à-dire en fusionnant l'AFI et l'UBI, et UBI France, les uns s'occupant historiquement des investisseurs internationaux qui se tournaient vers notre économie, les autres des PME qui voulaient aller à l'export, pour créer cet acteur unique qui est Business France, qui est l'interface entre nos PME, nos acteurs industriels qui veulent aller à l'export, et les investisseurs internationaux qui veulent venir investir en France. C'est un outil qui est en train de démontrer, je crois, sa force. C'est plus simple, plus accessible, plus transparent. On a pris aussi des mesures qui d'ailleurs étaient les conséquences des discussions que nous avions eues en Conseil stratégique de l'attractivité dès le début de l'année 2012, des mesures de simplification, en particulier en matière de TVA pour les transporteurs et logisticiens, et de pratiques de dédouanement qui ont été saluées. Pas encore, je pense, améliorer les choses, mais elles ont permis d'améliorer grandement la situation. En matière de capacité à attirer les talents, avec la réforme qui a été votée dans le cadre de la loi croissance sur les actions gratuites, la simplification du régime des impatriés pour attirer les cadres supérieurs et les dirigeants d'envergure internationale, ou la dépénalisation, enfin plutôt la suppression de la peine de prison associée au délit d'entrave, qui était aussi un élément, quand on se comparait à l'international, qui était dissuasif pour plusieurs investisseurs. Au total, 35 des 39 actions annoncées dans le cadre du CSA ont été réalisées et les autres sont en cours de l'être. Enfin, vous m'avez demandé, Monsieur le Président, ma vision des choses sur
l'architecture ministérielle qui a été actée il y a de cela 2 ans bientôt, qui a consisté donc à rattacher le commerce extérieur et le tourisme au ministère des Affaires étrangères. Moi, je suis toujours très prudent sur ces géographies institutionnelles. La France fait partie de ces pays qui ont fait le choix de varier d'une mandature à l'autre ces paysages, parfois même de les varier au sein même d'une même mandature. Et moi, j'essaie d'être pragmatique en l'espèce. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Donc il faut faire en sorte que ça marche, c'est-à-dire que ces redécoupages qui sont parfois le fruit de vicissitudes organisationnelles ou personnelles ne doivent pas impacter les vrais gens. Je pense que dans les 2 cas, le commerce extérieur et la politique d'attractivité doivent être efficaces et faire partie d'un continuum. Quel est l'avantage que ce soit associé au Quai d'Orsay? Ça donne plus de cohérence à l'outil diplomatique et ça permettait d'acter cette diplomatie économique portée par le ministre, cette volonté que l'outil diplomatique soit mis au service de finalités économiques. Ça me semble être une bonne chose. Quel est l'avantage quand c'est rattaché à Bercy? La continuité d'un discours économique et de son action entre ce qui est fait à l'intérieur et ce qui est porté à l'extérieur, compte tenu même de ce que je viens de dire. C'est que le monde est aujourd'hui transparent et c'est de toute façon un continuum. Quel est l'écueil dans lequel nous ne devons pas tomber? Quand je regarde et que j'essaie de comparer notre modèle aux autres, parce que notre modèle est assez, en fait, n'est pas le plus usuel, celui qui a consisté à rattacher le commerce extérieur au Quai d'Orsay, c'est qu'il faut réussir à maintenir des relations économiques et commerciales, y compris avec des pays ou des régions avec lesquelles nous ne sommes pas dans des relations diplomatiques parfois chaudes. Et c'est ce réalisme économique dans lequel nous avons d'ailleurs toujours construit notre propre développement et dans lequel nos partenaires font cela. Et donc je pense que le seul risque, ce serait que nous considérions que le commerce extérieur est un instrument à finalité diplomatique, ce qui n'est pas le cas. C'est la précision que je me permets de faire à ce stade de la discussion. Je pense que nous avons des finalités diplomatiques. La France a une stratégie, une voie qui est la sienne, qui est indépendante. Comme on le sait, je crois que nous y sommes toutes et tous attachés. Mais à côté de ça, il y a toujours eu un réalisme de notre politique économique, de nos aides à l'export, de l'accompagnement de nos acteurs internationaux, des partenariats qui se nouaient, qui parfois pouvaient aller au-delà, si je puis dire, des relations diplomatiques qui avaient pu exister. Et je pense que c'est important aussi de préserver ces équilibres. C'est ce que font d'ailleurs tous les pays, tous les grands pays, avec une grande lucidité et diplomatique et économique. Donc c'est ça qu'il faut aussi savoir préserver. Voilà, je ne veux pas être plus long, Monsieur le Président. On peut creuser tous les sujets qui vous semblera utile de creuser dans le cadre de la discussion, mais voilà ce que je voulais apporter, en tout cas, à la connaissance des uns et des autres à ce stade. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est très intéressant d'avoir cette réflexion dont on sent bien la complexité et nous d'y mettre un peu de notre expérience aux uns aux autres et un peu de temps pour bien apprécier, parce que c'est sûr que on peut ajouter aussi l'importance des études du Trésor sur un très grand nombre de sujets. Donc on voit bien, et on voit bien aussi tout l'intérêt d'avoir le poids politique du Quai. Enfin, par définition, c'est un sujet complexe, qu'un jugement rapide n'est sans doute pas suffisant. Gilbert Roger demande la parole et il va l'avoir. Merci. Et je m'excuserai puisqu'il faudra que je parte peut-être avant la fin de l'audition pour aller sur le plateau de Public Sénat. Monsieur le ministre, sur la notion que vous avez évoquée de la comparaison, vous avez donné des tas d'instituts sûrement plus sympathiques les uns que les autres, mais vous avez évoqué l'idée que parfois pour un investisseur, comparer la France, la Pologne, on pourra toujours comparer avec la Somalie. On sera toujours bien plus cher ici qu'en Somalie. Et la Pologne, je la connais un peu pour des affaires familiales. Franchement, quand je vais à Varsovie et quand je discute avec les gens de ma famille, ils rêvent plutôt de France que de Pologne propre. Et donc la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut rendre la fierté à nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut
être capable de nous juger nous-mêmes sur nos compétences et nos qualités. J'ai l'impression que parfois on ne sait pas le faire et le prendre en compte. Deux petites questions. Vous avez évoqué le fait que les capitaux, on n'a pas l'habitude de les mettre sur les entreprises, mais plutôt sur la pierre. Est-ce qu'on pourrait être capable de, à partir du volume annuel de ce qui est placé à la caisse d'épargne et du volume pratiquement annuel de ce que nous savons consommer pour construire du logement social et de l'accession, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de créer un autre produit plus attractif, mais qui, dans son attractivité, aurait aussi cette notion de capital risque et ouvert à l'épargnant français pour qu'il place son argent peut-être ailleurs qu'à la caisse d'épargne simplement pour la construction. Et deuxièmement, vous l'avez évoqué, donc je voudrais savoir quelle mesure a été faite, mesure quantitative, sur l'impact sur les investisseurs étrangers de la mise en place du crédit impôt compétitivité, 20 milliards d'euros, et sur la suppression de la taxe de solidarité. Qu'est-ce que ça a apporté ? Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Une observation et deux questions. L'observation, je suis amenée à me déplacer très souvent et ce que j'observe, c'est que l'équipe France a du mal à se mettre en place. Elle se met en place avec des acteurs qui sont parfois en concurrence les uns avec les autres, alors qu'ils sont tous français et devraient agir et travailler sur un seul objectif. Mais donc moi je vois en fait un avantage dans le rapprochement du commerce extérieur et du tourisme avec le ministère des Affaires étrangères, parce qu'au moins il y a un ambassadeur qui est le représentant du président de la République à l'étranger et qui pourrait et qui peut, enfin qui commence à le faire en tout cas, essayer d'organiser toute cette équipe France pour qu'elle puisse gagner. Deux questions. La première, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une feuille de route qui serait donnée à la fois aux ambassadeurs qui ont des lettres de mission, mais qui serait partagée avec les parlementaires qui, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, se déplacent aussi beaucoup, dans le cadre des groupes d'amitié ou des missions spécifiques. Une feuille de route qui décrirait ce que veut et fait la France pour que l'on puisse accompagner les projets et surtout vendre la France à l'étranger. Et deuxième question, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, vous avez dit que les investisseurs étrangers avaient posé cette question sur ce que nous faisons, imaginer une communication au niveau de l'État français dans les médias étrangers qui sont plus à même à présenter les grèves d'Air France et d'autres mouvements sociaux en France que de décrire les succès de la France, une communication pour faire connaître justement les chiffres et ça irait dans le sens un petit peu de ce que vient de suggérer Gilbert Roger, c'est-à-dire de redonner confiance aux Français, mais également de présenter cette France qui est aimée à l'étranger, qui fait rêver encore. On a un grand pays comme la Turquie qui a demandé à nouveau à pouvoir entrer dans l'Union européenne, tout simplement parce que l'Union européenne et la France en particulier attirent et continuent à attirer. Je crois qu'on ne joue pas suffisamment de cette image que l'on a à l'étranger, qui est soutenue par des réseaux exceptionnels culturels, éducatifs, diplomatiques. Nous sommes peut-être le seul pays au monde à avoir de tels réseaux et on ne sait pas les utiliser comme peuvent le faire les anglo-saxons en particulier, qui se reposent sur les anciens étudiants, sur les alumni de différentes natures. Et nous avons tout cela en place et nous ne semblons pas capables d'articuler des objectifs clairs, uniques, qui soient partagés par tous. Éliane Giraud, je crois. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai eu il y a quelques semaines le plaisir de vous rencontrer pour vous parler d'un sujet avec Geneviève Froiseau, d'un sujet qui est important pour nous, qui est ST Micro. Donc je voudrais, si vous pouviez, nous faire le point sur à la fois l'évolution de ce dossier dans notre rapport avec les Italiens et finalement, est-ce qu'on continue à être dans cette volonté
de faire ce qu'on poussait un peu, c'est-à-dire d'en faire un Airbus de la microélectronique. Est-ce qu'on essaye de poursuivre cette idée? Deuxième chose, on a vu avec Matthias Fekl l'autre jour que 65% du commerce de notre pays se faisait avec les pays européens. Donc ma question est de dire aujourd'hui comment on travaille de manière stratégique sur les grands projets, y compris de connectivité. Est-ce qu'on peut arriver à travailler sur ces idées pour faire en sorte que les échanges entre nos pays au sein de l'Europe viennent aussi conforter ces investissements et cette vision, j'allais dire, mondiale avec une compétence dont les départements souvent s'étaient saisis, et à juste titre, parce que c'est un peu leur histoire. Il y a aussi, bien sûr, une compétition de ces grandes régions, le rôle, évidemment, de